Le tarif, c'est le prix payé par l'usager en contrepartie, d'un service rendu. Alors, sachant que puisque vous, axez sur, la question, juridique, d'un point de vue juridique, le juge, lui, parle de redevance pour service rendu. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des caractéristiques vraiment très spécifiques de la redevance. Pour qu'il y ait redevance, il faut qu'il y ait un service rendu, que le service rendu le soit essentiellement, à l'usager, et il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité dans la définition classique entre le prix payé par l'usager et le coût du service. Alors la distinction entre l'impôt et le tarif est fondamentale. Bon, d'une part en termes de compétences. En matière fiscale, c'est le législateur qui a la compétence pour définir, article 34 de la Constitution, les principes concernant les impositions de toute nature, alors que pour la redevance, c'est le pouvoir réglementaire, ce qui laisse une certaine autonomie, notamment pour les collectivités territoriales. Et d'autre part, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'impôt, il y a un principe en fait de non-contrepartie, c'est-à-dire article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, chacun participe aux charges communes en fonction de ses capacités contributives et c'est assorti aussi du principe d'universalité, c'est-à-dire on alimente par l'impôt le budget général de l'État et des collectivités qui définissent quelles vont être les priorités en termes d'intérêt général. Le tarif, la redevance, c'est une autre logique puisque là on est sur un principe d'usager payeur. C'est-à-dire que là, dans le tarif, on paye une prestation que l'on va recevoir et donc on voit bien qu'on est dans des logiques un petit peu différentes. En pratique, dans les transports en commun en France et plus spécifiquement en Île-de-France, c'est la pratique et c'est un peu plus loin de la théorie parce qu'effectivement le tarif c'est la tarification d'un service qui est rendu et donc tout le monde devrait payer le même tarif. Bon. Il se trouve que effectivement dans la pratique c'est pas exactement ça. Alors je vais vous expliquer un peu comment ça se passe en Île-de-France, mais c'est partout pareil en France. D'abord, vous avez les forfaits. Les forfaits, c'est la tarification à la semaine, plus souvent au mois, parfois à l'année. Donc là, vous payez une fois pour toutes et quel que soit l'usage que vous en faites. Forcément, on commence à s'éloigner du principe de la théorie, puisque un forfait, vous pouvez l'utiliser 100 fois dans le mois ou 2 fois dans le mois, en fait, vous payez la même chose. Et puis là, il y a une spécificité, c'est que en Île-de-France, on a le forfait mensuel à tarif unique. Jusqu'en 2015, il y avait une tarification donc, différenciée entre la zone 1, 2 et puis la zone 5. Donc, plus vous preniez les transports en commun loin et longtemps, plus vous payez. Donc le forfait était à de mémoire 115 € pour la Grande Couronne. Et donc en 2015, on est passé à un tarif unique. Donc pour 75,20 € aujourd'hui, vous voyagez partout en Île-de-France. Donc la personne qui a le forfait Paris Intramuros, elle paye 75,20 € et la personne qui va de Melun à Paris, elle paye aussi 75,20 €. Alors, pourquoi est-ce que les élus ont fait ce choix de ne pas garder une tarification à la distance, y compris pour les forfaits? Leur volonté, ça a été l'équité géographique, l'équité territoriale. C'est vrai qu'à Paris, on a une qualité de transport public qui est énorme, avec une station de métro tous les 500 mètres. Et les élus ont considéré que c'était pas normal que les Parisiens qui, eux, ont des super transports en commun et du coup peuvent se passer de leur voiture. Il y a plein de Parisiens qui se passent de leur voiture. Que les Parisiens payent moins cher que l'usager de Grande Couronne qui utilise les transports en commun, alors certes plus loin sur un trajet, mais beaucoup moins souvent, puisqu'en général, l'usager de Grande Couronne, il l'utilise quand il a un forfait pour faire du domicile-travail, mais le week-end, il a sa voiture pour se déplacer. Donc, première peut-être anomalie économique, ce forfait à tarif unique. Alors ensuite, il y a la tarification à l'usage. Alors la tarification à l'usage, c'est sûr que là, c'est vraiment à l'usage. Donc c'est vraiment le principe économique de j'ai un service rendu et donc je paye pour ce service rendu.
Et avec, d'abord, chaque fois qu'on l'utilise, on paye. Et puis, plus on va loin, plus on paye cher. Tarification à la distance. Avec, là aussi, quelques anomalies, en tout cas des anomalies économiques. D'abord, on a un métro qui est vraiment pas cher. On paye à Paris, en carnet, 1,49 €. Et avec 1,49 €, vous allez jusqu'à Créteil. Sur cette ligne, vous allez aller assez loin. D'où d'ailleurs une incohérence tarifaire. Quand vous prenez le métro ligne 1, avec quand même un très bon service, et que vous venez ici à Vincennes en métro ligne 1, vous payez 1,49 €. Si vous prenez le RER, vous allez payer 2,28 €, il me semble, je parle là au carnet 10. Et puis, une autre inéquité territoriale, c'est la tarification longue distance. Donc c'est vrai que les Parisiens, ils ont un ticket pour faire un trajet, ils payent 1,49 €. Pour les gens qui habitent à Provins, pour venir à Paris, il fallait payer 11 €. Les élus ont là aussi considéré qu'il y avait une inéquité territoriale. Alors sans aller jusqu'à 1,49 € pour aller à Melun, un bouclier tarifaire a été mis en place l'année dernière. Il est à 4 €, donc le maximum que vous pouvez payer en Île-de-France pour faire un trajet en train, c'est 4 €. L'objectif, c'est d'inciter les habitants de Grande Couronne à lâcher leur voiture et à prendre plus les transports en commun. Alors, après, il y a l'autre sujet, hein, ça c'est le sujet de la tarification à distance, forfait, et puis il y a le sujet social. On a aussi en France, dans les transports en commun, urbains, une véritable tarification sociale qui est d'ailleurs assez développée. Donc il y a une grande partie des gens qui payent le plein tarif, le forfait à 75,20 €. Bon, ça c'est le forfait mensuel. Alors, à noter quand même que les employeurs remboursent 50% du forfait. Donc en fait, pour un employé, c'est la moitié de 75,20 €, donc un peu plus de 37 €. Et puis à côté de ça, il y a beaucoup de tarifs sociaux. Alors d'abord les étudiants, la carte imaginaire à 350 €, c'est quand même une belle réduction. Il y a pour les personnes âgées, donc les personnes qui sont à plus de 60 ans et sous condition de ressources, il y a des tarifs qui sont de l'ordre entre 50 et 100 € par an. Pareil avec une bonne réduction. Il y a pour les gens qui sont en dessous, alors les hors retraités, les personnes qui sont en dessous d'un certain niveau de ressources, la gratuité, donc il y a un Navigo gratuit pour les personnes qui sont en dessous d'un niveau. Le niveau supérieur, 75% de réduction. Et puis pour certaines catégories, donc par exemple tous les retraités, qui soient imposables ou pas imposables, il y a une réduction de 50%. Et pour par exemple les étrangers en situation irrégulière, il y a aussi une réduction de 50%. Pour le service civique, il y a aussi une réduction de 50%. Au total, en Île-de-France, nous avons 2,3 millions de personnes qui bénéficient de ces réductions. Tout d'abord, en termes de tarification, c'est important de souligner que pour qu'on puisse fixer une tarification, il faut qu'on puisse évaluer un coût de la prestation. Et donc, effectivement, on fait la distinction entre les services collectifs, dont il est difficile d'individualiser le bénéfice que chaque citoyen peut en retirer, par exemple la police, la défense, la justice, et les services où on peut effectivement individualiser, ce qu'on appelle les services d'utilité collective, où là, effectivement, on peut fixer une tarification. Alors après, c'est vrai que pour répondre à votre question, on fait une distinction quand même entre les services publics industriels et commerciaux et les services publics administratifs. Pour les services publics industriels et commerciaux, je dirais que le prix payé par l'usager est la norme, puisque un des éléments justement caractéristiques des services publics industriels et commerciaux, c'est le mode de financement par l'usager. Donc là, on retrouve tous les services type déchets, eau. Et à côté, de plus en plus, on voit quand même qu'on a des services publics administratifs où on va avoir une tarification, mais qui est résiduelle. C'est-à-dire que là, le but n'est pas de couvrir l'intégralité du coût du service, comme dans les SPIC, mais d'avoir un rôle modérateur. Donc on retrouve la cantine scolaire, les crèches, les maisons de retraite, qui juridiquement sont des services publics administratifs, mais à qui on va quand même demander donc un prix aux usagers. Pour une crèche, par exemple, le prix payé par les familles couvre à peu près 20% du budget.
Donc on voit que voilà, c'est important, je dirais, pour les personnes, mais d'un point de vue budget global, donc on voit que la tarification, elle est quand même assez généralisée, les piscines, etc. Voilà. Alors pour la question des délégations de services publics, bon, on sait très bien qu'en termes de mode de gestion du service public, on a la régie et la délégation, concession de service. Lorsqu'on a un service public qui est géré en régie, la tarification, elle est fixée par une délibération de la collectivité, hein, ou pour l'État par un décret. Lorsqu'on a une délégation, la tarification va se retrouver dans le cahier des charges de la délégation. Alors ce qui est important quand même, c'est que juridiquement, aujourd'hui, que ce soit la loi Sapin ou la jurisprudence, précise bien que l'acte de tarification relève de la compétence de l'État ou de la collectivité qui délègue. C'est vrai qu'on a eu dans les années 80 quand même une tendance lorsqu'on déléguait un service, à déléguer aussi l'acte de tarification. Aujourd'hui, là, le cadre juridique est clair, hein, c'est à l'autorité délégante de fixer la tarification et les modalités de tarification. C'est important quand même pour l'usager de le rappeler. On voit aussi que c'est pas neutre, hein, le mode de gestion du service public, puisqu'on voit que sur les services publics environnementaux, l'eau, les déchets, mais on voit aussi ce phénomène aujourd'hui sur la restauration collective avec toutes les nouvelles normes, Egalim, etc. On voit bien qu'il y a une reprise en régie des services, et sur l'eau, c'est vrai que l'enjeu, ça a été quand même l'enjeu aussi de la maîtrise du coût et du tarif. On sait qu'on arrive à peu près à une baisse du prix du mètre cube d'eau à peu près de 20% lorsqu'on a des reprises en régie. Donc on voit bien quand même que ce n'est pas neutre sur le mode de gestion, sur le coût du service. Le budget d'Île-de-France Mobilité est à peu près de 10 milliards d'euros par an. Ça représente le coût de fonctionnement des transports en Île-de-France. Les coûts des métros, des trains, des tramways, des bus, voilà, c'est à peu près 10 milliards d'euros par an. Et donc là, on parle que du fonctionnement. Sur ces 10 milliards, il y a une part des usagers qui représente à peu près 3,5 milliards d'euros. Il y a le versement transport qui représente à peu près 5 milliards d'euros. Et puis, il y a 1,5 milliard d'euros de subventions des collectivités. Alors, les collectivités hors État, hein, il y a la région Île-de-France qui représente à peu près 50%, la ville de Paris 30%, et puis les autres, ce sont les départements. Donc on voit que les voyageurs supportent 3,5 milliards sur 10 milliards, 35% du coût de fonctionnement. En France, c'est dans la moyenne, il y en a qui sont au-dessus, hein, qui vont à 60%. D'autres qui sont en dessous, qui sont à zéro. Voilà, mais du coup, c'est à peu près une moyenne. Donc c'est assez faible, comme part. C'est assez faible, et puis c'est que le fonctionnement. Ça ne comprend pas l'investissement. Donc dessus, il n'y a pas l'amortissement des investissements. Donc quand on construit une nouvelle ligne de métro, l'investissement, il est porté par l'État et la région. Donc en gros, ce sont des DAX. C'est important de le dire parce que quand on compare, par exemple, au domaine autoroutier, que je connais bien, quand on construit une nouvelle autoroute, sauf exception, le péage paye tout, paye l'investissement et le fonctionnement. Donc là, dans les transports publics, l'usager ne paye que 35% du fonctionnement. Alors après, c'est comme le fonctionnement qui représente le plus, parce que je pense que si on ajoute l'investissement, on doit monter à 3 ou 4 milliards d'euros par an. Mais quand même, c'est une part petite. Alors, elle est petite, mais comme elle est intéressante. Pourquoi? Parce que c'est comme logique que, en tout cas dans les transports, le voyageur participe, parce que les coûts des transports augmentent. Tout le temps, on améliore le transport, on met plus de services, on met plus de bus, le coût de fonctionnement augmente. Mais quand on met plus de bus, on attire aussi plus de voyageurs. Et quand on attire des voyageurs, on augmente ce volume des recettes voyageurs. Et donc c'est logique d'avoir une part de recettes voyageurs substantielle, puisque ça permet le cercle vertueux, on met plus d'argent, ça attire les usagers payent plus, et voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une bonne dynamique.
Je dirais que les transports ont la particularité d'avoir une qualification légale de service public industriel et commercial, mais de ne pas obéir finalement à cette règle d'équilibre financier, c'est-à-dire qu'un service public industriel et commercial, normalement, doit se rémunérer par le prix payé par l'usager. Je dirais que sur les services publics industriels et commerciaux, il est, notamment pour les services publics locaux, il est interdit aux collectivités territoriales de les subventionner. Donc on peut subventionner, mais c'est vraiment très encadré si on impose des suggestions spéciales ou s'il y a une flambée des prix, donc c'est très encadré. Donc pour les SPIC, effectivement, le principe, c'est que c'est l'usager qui finance le service. Pour les services publics administratifs, on retrouve après les mêmes logiques. Cantines, crèches, les piscines, on est à peu près sur un financement par l'usager entre 20 et 30% selon les situations, les choix qui sont faits au niveau local, etc. Donc c'est vrai que, particularité des transports qui sont un service public industriel et commercial, mais finalement qui se rapprochent en termes de modélisation économique des services publics administratifs, avec des tarifs sociaux, avec voilà. Avec une particularité aussi, c'est intéressant de le dire, que tous ces services publics, ils rapportent de l'argent à l'État. D'abord, il y a la TVA. C'est quand même des milliards d'euros, hein, l'eau, le transport, c'est des milliards d'euros de recettes sur lesquelles il y a une TVA qui s'applique. Et puis, il y a des taxes, alors pas dans le transport public, mais je pense aux autoroutes, tout ce qui est taxes sur les entreprises. Donc il y a dans les 10 milliards d'euros que je mentionnais tout à l'heure, mais sur les autoroutes, ça fait 11 milliards d'euros, 11 ou 12 milliards d'euros de péage. Il y a quand même une bonne partie de cet argent qui revient aussi en taxes à l'État et qui permet de bénéficier l'ensemble du système public par ailleurs. Donc ce qui est intéressant, quand on regarde le coût réel, c'est aussi de se dire que, en tout cas le service public, c'est pas seulement il y a un coût, mais il y a aussi des recettes à côté. C'est très difficile, d'abord parce que les choses évoluent rapidement. On voit bien quand même que, par exemple, la crise sanitaire que l'on vient de vivre a complètement bouleversé les équilibres économiques. On voit que, par exemple, les services publics, une grande partie ont été fermés, hein, et donc il a quand même fallu payer les agents, etc. On voit que, par exemple, avec le développement du télétravail, des services comme les crèches collectives se retrouvent aujourd'hui avec des usages des parents différents, donc il faut derrière s'adapter. On voit aussi que, par exemple, on va demander le tri des déchets. On voit que les équilibres, quand même, il est très difficile de modéliser, hein, parce que ça évolue. On parle aujourd'hui beaucoup de recherche de modèles urbains, comment financer la ville avec les smart cities, etc. Donc on est dans des écosystèmes très, très complexes. Et après, pour répondre plus concrètement, on n'a pas en France, effectivement, un observatoire de la tarification, comme il peut y en avoir, par exemple, au Québec, qui permettrait effectivement de pouvoir faire du benchmarking et avoir effectivement des échanges de bonnes pratiques, hein. On voit bien que c'est chaque collectivité finalement qui définit ses choix tarifaires avec des enjeux derrière qui sont des enjeux politiques, des enjeux de système de valeurs, qu'est-ce qu'on veut en termes d'accès aux services, est-ce qu'on va... et des injonctions contradictoires. On le voit bien aujourd'hui, les collectivités, elles se retrouvent quand même avec des difficultés. D'un côté, avec l'inflation à pas loin de 6%, là je discutais hier avec des responsables de collectivités qui me disaient qu'aujourd'hui, dans les coûts de délégation de services publics, c'est 20% de plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le répercute sur l'usager ou pas? Donc on voit bien, d'un côté, il y a besoin de solidarité parce qu'on a des situations qui sont compliquées, et de l'autre, les collectivités qui se retrouvent à flux tendu et qui recherchent aussi des subsides. Donc on voit bien quand même que c'est très difficile de modéliser dans un environnement mouvant. Par contre, avoir un système d'observatoire qui permettrait d'avoir une vision concrète et d'avoir des réflexions sur les perspectives serait utile, à mon sens. Il n'y a pas d'observatoire en France, mais on se connaît avec les autres autorités organisatrices, on échange, donc sans avoir une vision globale, parce qu'il y a quand même beaucoup d'autorités organisatrices, mais on voit comment évoluent les tarifs ailleurs.
On a aussi une association européenne des autorités organisatrices des transports, donc on se compare aussi avec l'étranger. Aujourd'hui, donc la tarification, elle est définie par les autorités organisatrices, donc par les élus qui sont au conseil d'administration ou au conseil de ces autorités organisatrices. Donc c'est vraiment une décision locale. De ce que je peux en voir, moi, partout en France, on a vraiment une volonté politique de modérer l'impact des augmentations pour les citoyens. On parle de personnes qui sont élues, donc forcément, il y a une conscience, parce qu'on est quand même sur des élus d'un bon niveau, surtout les grosses autorités organisatrices, donc une conscience qu'il faut augmenter les tarifs, mais il ne faut pas le faire de façon inconsidérée. Et c'est vrai que moi, je compare un petit peu avec ce que j'ai vécu dans les autoroutes, où on avait, j'ai changé beaucoup avec des opérateurs privés d'autoroutes, et eux, ils avaient aucune difficulté à augmenter les tarifs de façon plus importante. Alors, c'est l'État qui validait, mais voilà, on a vraiment une approche très publique de la tarification du transport public avec une modération des augmentations. Et tout ça aussi dans un contexte d'une volonté politique de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, et donc de dire, c'est vrai d'ailleurs, si on augmente trop fort les tarifs, il va y avoir un signal qui est pas favorable au transport public. Même si on sait aujourd'hui que le transport public, en tout cas le transport public urbain, est beaucoup moins cher que la voiture. Je vous parlais du forfait mensuel pour Île-de-France Mobilité, 75,20 €. On doit, voilà, dans les grandes villes en France, on est plutôt entre 60 et 70 €, et on est globalement beaucoup moins cher que dans les grandes capitales ailleurs. On sait que le coût de possession d'une voiture, c'est entre 300 et 400 € par mois. Donc on est déjà, alors, et quand je dis 75 €, finalement, il y a très peu de gens qui payent 75 €, puisque même les employés sont remboursés à 50%, et puis il y a aussi la tarification sociale. Donc on est quand même sur des coûts qui sont beaucoup moins élevés que la voiture. Donc tout ça pour dire que, voilà, en tout cas la tendance aujourd'hui avec une inflation forte, c'est de se dire, bon, oui, il faut augmenter les tarifs, mais en même temps, il faut protéger nos citoyens sur l'augmentation du coût de la vie, et donc quand même une volonté de ne pas augmenter trop fort pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a déjà les enjeux classiques qui sont toujours présents. Hein. Si on reprend le rapport de Grusson et Cohen sur la tarification des services publics de 1983, il identifiait 4 enjeux. Un enjeu comptable, un enjeu social, un enjeu vérité des prix et un enjeu de transparence. Bon, ça, c'est toujours présent. Rechercher des moyens de financer l'action publique, c'est quelque chose qui est toujours très présent. Alors aujourd'hui, je pense que les enjeux, on les a identifiés. Il y a la question environnementale. C'est vrai qu'on voit bien qu'au travers du tarif, et vous l'avez souligné, on peut orienter les comportements. Ça, c'est quelque chose quand même qui est très présent aujourd'hui, qui a émergé il y a une dizaine d'années. C'est-à-dire que, par exemple, on va mettre un tarif modéré en dehors des heures de pointe pour inciter les personnes à utiliser le service à ce moment-là. Donc cet enjeu de lissage temporel, l'enjeu environnemental, on voit bien que, par exemple, depuis 2010, les collectivités interco ont la possibilité de fixer un prix du mètre cube d'eau qui est fonction de la consommation. Plus on consomme, plus on va payer le mètre cube cher pour inciter à consommer moins. On retrouve aussi ça dans la tarification incitative en matière de déchets pour pousser les gens à faire du tri sélectif. Donc ça, cet enjeu, il est quand même très présent. L'autre enjeu, quand même, c'est, à mon sens, la solidarité. Sur la gratuité, on sait qu'il y a beaucoup de débats, du pour et du contre. Ce n'est pas une question nouvelle, hein, puisque déjà au début du XXe siècle, il y avait des auteurs, hein, Maurice Horiou, Gaston Gèze, qui disaient que pour que le service public soit égal et accessible à tous, il faut qu'il soit gratuit et financé par l'impôt.
et on sait qu'en France, on a quand même cet attachement à l'impôt qui est redistributif et qui est le cadre quand même de la solidarité. Alors aujourd'hui, bien sûr, on sait que la gratuité, d'une part, ce n'est pas un principe de fonctionnement du service public, c'est un choix. Alors ce qui est vrai aussi, c'est que le service public, il a un coût. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le financer. Donc on le finance soit par l'impôt, soit par le tarif. Mais on voit bien que derrière cette question de la gratuité, il y a des systèmes de valeurs. C'est vrai que si on dit, voilà, on met une bibliothèque gratuite, voire un musée gratuit, même sur les musées, il y a eu beaucoup de débats lorsqu'il y a eu l'expérimentation, c'était en 2014, la gratuité pour 14 musées. Il y a eu là pas mal de débats, mais on voit que sur la culture, on accepte assez facilement la gratuité parce qu'il y a des enjeux derrière sociaux. Il y a plus de débats sur d'autres services, sur les transports. Bon, on pourra aborder la question, mais voilà, il y a des villes qui expérimentent, Dunkerque, Gap. Alors, c'est certainement des villes moyennes, hein, c'est beaucoup moins adapté à des grandes collectivités pour des questions d'afflux. Et après, c'est qu'est-ce qu'on veut aussi derrière. D'une part, la gratuité, elle n'est pas forcément totale. Avec les systèmes de tarification solidaire, on peut avoir une gratuité fondée sur les bas revenus. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est très largement pratiqué. Et aussi des enjeux, par exemple, de santé publique ou d'accès, la question de la gratuité de la cantine pour, on l'a vu avec le plan pauvreté, les 1 euro dans les quartiers prioritaires de la ville ou les communes rurales, pour faire en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à un repas équilibré par jour. Donc derrière, il y a des questions effectivement d'accès aux services. Je pense que c'est un enjeu quand même fondamental dans une période où effectivement on voit bien qu'on va être dans des situations financières. Bon, je ne rappelle pas le montant de la dette, je pense que vous êtes... Mais voilà, et où effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte-là pour quand même que les services publics soient accessibles à tous, et la question aussi des classes moyennes. Parce qu'on voit bien quand même que tous les dispositifs sont faits effectivement pour les personnes qui sont en dessous d'un seuil de revenus. On voit bien que les mesures au pouvoir d'achat aussi sont axées quand même sur les revenus. Mais à un moment donné, il faut faire attention parce que là aussi, on n'a pas un système global qui permettrait d'analyser ce que paie un individu en termes d'impôts, de tarifs, et d'avoir une vision objective. Et il peut y avoir effectivement un phénomène un petit peu excusez-moi l'expression, mais de ras-le-bol en disant, ben voilà, nous, d'un côté, on paie des impôts et en plus, on paie un tarif qui n'est pas modéré et à un moment donné, finalement, c'est un petit peu toujours les mêmes qui se retrouvent à financer. Donc ça, je pense que sur la question de l'acceptabilité aussi politique et sociale, je pense qu'il faut faire attention aux mesures que l'on prend parce qu'on peut avoir ce phénomène au bout d'un moment de rejet. On voit quand même qu'on a des phénomènes de démission massive en termes de travail et des gens qui vont dire, ben, au bout d'un moment, on en a un petit peu marre d'être toujours ceux à qui on s'adresse, en tout cas en termes de financement. Voilà. Alors c'est vrai que la gratuité est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été beaucoup discuté dans le domaine des transports, puisqu'il y a plusieurs élus qui ont proposé la gratuité. Donc dans les petites villes, il y en a même qui l'ont mise en place. La maire de Paris l'avait mis sur la table. Il y a des candidats aux élections régionales qui l'ont aussi mis sur la table. Et donc, nous, on y a beaucoup réfléchi. Alors, d'abord, premier constat, la gratuité ne permettrait pas de réduire significativement le trafic sur la route. Tout à l'heure, je l'ai dit, le coût de possession d'une voiture, c'est plutôt 300-400 euros par mois. Le coût des transports en commun, c'est 75,20 € par mois, moins la subvention, des employeurs ou beaucoup moins cher avec les réductions. Donc c'est déjà beaucoup moins cher. On a modélisé, nous, un effet de la réduction, même un effet de la gratuité. On a estimé que la gratuité en Ile-de-France, la gratuité des transports, générait une baisse d'environ 2% du trafic automobile.
Pourquoi? Parce que il y a des gens qui effectivement vont dire, bon, moi, quand ils font un petit trajet, on dit, bon, ça fait un signal, et donc là, je vais prendre les transports en commun. Mais on a modélisé ça en valorisant le temps gagné et du coup le temps perdu. Et donc effectivement, quelqu'un qui se dit, moi je paye 400 € par mois, mais je suis prêt à économiser de l'argent si je perds 30 minutes dans les transports en commun. Donc ça, c'est les fameux 2% dont je parle, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, aujourd'hui utilisent la voiture, et ils utilisent la voiture parce que c'est plus rapide pour eux par rapport au transport en commun. Et puis, il y a beaucoup qui utilisent aussi la voiture pour le confort. À l'inverse, la gratuité, ça va entraîner une dégradation de la qualité dans les transports. Parce que si c'est gratuit, vous allez avoir plus de gens qui descendent dans les transports, notamment les gens qui font la marche à pied ou le vélo. Quand vous marchez 1 km, mais bon, c'est gratuit, vous prenez le métro, hein, c'est facile. Donc là, vous allez engorger les transports en commun. On estime qu'on pourrait augmenter jusqu'à 20% le trafic des lignes en heure de pointe. Alors imaginez-vous dans la ligne 13 avec 20% de trafic en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir trop de gens dans les transports en commun, les transports saturés, une qualité de service qui va se dégrader, et donc des gens qui vont revenir vers la voiture. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé d'un effet report modal de la voiture de 2%, mais en fait, il y aura un report modal plutôt inverse, puisqu'il y a des gens qui vont se dire, moi je ne suis pas bien dans les transports en commun, donc je vais reprendre ma voiture. Et puis, donc au-delà de ça, la gratuité, pour nous, ce ne serait pas juste. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 2,3 millions de personnes en Île-de-France, donc 2,3 millions sur 12 millions de population, donc c'est déjà une part importante, 2,3 millions de personnes qui bénéficient de tarifs réduits, voire de la gratuité. Si vous mettez gratuit pour tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens comme moi qui ont les moyens de payer 75,20 €, ça veut dire qu'on ne paiera plus les 75,20 €. Donc c'est même pas juste la gratuité. À partir du moment où il y a déjà une tarification sociale, la gratuité n'est même pas juste socialement. Et puis en fait, derrière, la gratuité, c'est aussi un risque financier énorme. En Ile-de-France, c'est 3,5 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on trouve une recette de 3,5 milliards d'euros, vous l'avez dit Martine, dans l'état des finances publiques aujourd'hui? C'est pas possible. Et en plus, il nous faut une recette dynamique, parce qu'il faut une recette qui permette d'augmenter, qui soit dynamique et qui augmente avec les améliorations de transport qu'on peut faire. Alors que dans un cas classique de finances publiques, quand l'État dit à une collectivité, bon, je supprime cette recette-là, mais je vous la compense, l'État il la compense au niveau de l'année N. Par contre, la compensation de l'État, elle n'augmente pas. Et donc, on voit bien que pour les transports publics qui ont des coûts qui augmentent tout le temps, une compensation qui n'augmenterait pas, ça ne marcherait pas. Donc, ça pour dire que ça poserait un problème énorme, d'autant plus que ce qui amène les gens dans les transports publics, ce n'est pas la gratuité, c'est l'amélioration des transports publics. Alors, tout le monde cite l'exemple de Dunkerque. Effectivement, à Dunkerque, ils ont fait la gratuité. Alors, on parle d'un réseau de transport qui, comparé à nos 9,5 millions de voyageurs par jour en Ile-de-France, je crois qu'ils sont 50 000 voyageurs par jour à Dunkerque. Donc, ce n'est pas les mêmes proportions. Le coût des transports n'était pas à 10 milliards. Je crois l'ordre de grandeur, c'est une cinquantaine de millions d'euros. Et les recettes voyageurs, je crois que c'était 20 millions d'euros. Donc, ils ont fait gratuit. Ils ont fait gratuit parce qu'ils ont pu le faire, parce qu'ils avaient un versement mobilité qui était dynamique, qui était assez important, donc ils ont pu se le permettre. Et puis, il y a plus de gens dans les transports. Mais s'il y a plus de gens dans les transports, c'est parce qu'en même temps, ils ont fait des investissements sur les transports. Ils ont changé les bus. Et comme ils ont amélioré la qualité de service, ça fait venir les gens dans les transports. On voit bien les exemples qu'on a à l'étranger. L'exemple de la ville de Vilnius, par exemple, qui a fait la gratuité. Mais ils ont, au début, du coup, en fait, quand ils ont fait la gratuité, il n'y avait pas plus de monde dans les transports. Et puis, 3 ans plus tard, ils ont investi massivement. Et c'est là qu'ils ont réussi à avoir plus de gens dans les transports. Donc, il faut investir plus, il faut améliorer les conditions de transport pour avoir plus de gens dans les transports. Pour ça, il faut dépenser plus. Pour dépenser plus, il faut avoir des recettes dynamiques. Et pour avoir des recettes dynamiques, il faut avoir une tarification qui est elle-même dynamique en volume et puis sur l'augmentation, une augmentation modérée, mais une augmentation quand même pour justement permettre de fournir une meilleure qualité de service dans les transports.
Il y a quand même aujourd'hui dans les écosystèmes une volonté quand même d'avoir une vision globale. On voit par exemple qu'il y a des villes qui ont innové avec des cartes citoyens qui facilitent quand même les formalités où par exemple on ne donne qu'une fois son revenu de référence. Donc il y a quand même des évolutions là de simplification. Après c'est vrai qu'en France tout est quand même très codifié. On voit bien que chaque secteur a ses propres dynamiques. Par exemple, sur tout ce qui est enfance, jeunesse, lorsqu'il y a un conventionnement avec la CAF, eh bien, on est obligé d'entrer dans les quotients définis par la CAF. Et donc, c'est vrai que j'avais travaillé, par exemple, à l'époque sur le groupe de travail lorsqu'il y a eu la modification de la tarification sur Angers, la mise en place de la carte à tout. Et on voit bien que chaque service avait ses propres référentiels avec des grilles qui pouvaient aller de 3 quotients à 10 et des cultures différentes où, par exemple, le sport qui était contre la gratuité pour responsabiliser les usagers, la culture qui était plus davantage quand même encline à dire il faut de la gratuité pour faciliter l'accès. Donc on voit qu'on a des cadres juridiques spécifiques aux différents secteurs. On voit bien que sur les transports, voilà, vous avez une législation bien spécifique avec des cadres, l'obligation de mettre en place un tarif social pour les minima sociaux, etc. Et donc là-dedans, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision globale. On peut mettre en place un corpus commun, simplifié, faciliter les démarches, mais de là à... Alors c'est vrai que les systèmes peut-être de Smart City avec l'idée de trouver des économies, de développer le numérique, voilà, mais ça répond aussi à un écosystème urbain et pas effectivement aux exigences en milieu rural. Mais on voit bien que c'est difficile. Par exemple, sur les transports, en matière de transport scolaire, par exemple, je crois qu'il y a peu de régions aujourd'hui qui ont réussi à harmoniser la tarification des transports scolaires depuis qu'elles ont récupéré la compétence avec la loi NOTRe, parce qu'il y avait des réalités territoriales qui étaient différentes, avec des régies, des délégations, des contextes un petit peu différents. Donc on voit bien que c'est des questions qui sont complexes. Il faut une acculturation des services, il faut une montée en puissance, une volonté politique et avoir des outils, effectivement. On voit bien, il y a des réseaux de chaleur aujourd'hui dans les villes qui se retrouvent en difficulté parce qu'on développe des énergies alternatives. Et donc, on a construit des infrastructures lourdes en termes de coûts et d'investissement qu'on n'arrive plus à rentabiliser. Donc, c'est vrai que il y a quand même des nécessités d'anticiper sur ces éléments-là. Dans les transports en commun, en effet, à partir du moment où je vous ai dit que le coût de possession de la voiture c'était 300 ou 400 euros par mois et que le coût des transports en commun était beaucoup moins cher, vous allez me dire comment est-ce qu'on peut faire pour jouer sur la tarification, pour inciter les gens à prendre moins la voiture et plus les transports en commun. Donc, alors, c'est vrai, je vous l'ai dit, je pense que c'est plutôt les investissements pour l'amélioration de la qualité des transports et donc fournir aux gens des transports en commun. Par exemple, la semaine dernière, on a ouvert un tramway T13 entre Saint-Cyr et Saint-Germain-en-Laye, donc un endroit où il n'y avait pas de transport public. Bon, là, les gens, ils ont un moyen de transport pour abandonner la voiture. Il y a aussi l'information. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur voiture et qui n'ont pas vraiment l'information sur la durée de leur trajet. Ils vont être pris dans des bouchons, mais ils ne le savent pas vraiment. Et donc, il faut qu'on améliore les outils d'information pour pouvoir dire aux automobilistes, eh bien, vous allez prendre votre voiture, vous allez passer 3 heures dans la voiture, vous feriez mieux de laisser votre voiture à la gare là et prendre les transports en commun. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire sur la tarification. D'abord, on a mis en place 2 choses pour inciter les gens à prendre plus les transports en commun. D'abord, on a constaté que les personnes âgées, les personnes à la retraite avaient plus tendance à prendre leur voiture. Donc notre présidente Valérie Pécresse a voulu mettre en place un tarif senior. Donc ça fait 2 ans qu'on a mis en place un tarif à 50% de réduction pour les personnes qui ont 62 ans et plus. L'objectif, c'est de lancer un signal. Alors, même si, encore une fois, la voiture, elle est plus chère, mais lancer un signal à ces gens-là pour dire, finalement, vous avez déjà une voiture, mais vous n'allez pas vous allez garder votre voiture, mais finalement, les transports en commun, c'est pas si cher que ça, donc prenez-les.
Une autre mesure qu'on a mis en place, pareil, il y a 2 ans, donc sous l'impulsion de Valérie Pécresse, c'est un forfait pour les enfants de moins de 12 ans à 24 € par an. Donc vous avez une carte pour les enfants de moins de 12 ans, vous payez 24 € par an, 2 € par mois, donc c'est pas grand-chose. Et puis ils ont leur carte nominative et ils peuvent prendre les transports en commun avec les parents qui eux-mêmes, souvent, ont la carte Navigo. Et l'objectif de ça, c'est d'éduquer les enfants à prendre les transports en commun, à avoir leur carte, et que après 12 ans, ils réclament leur carte imaginaire, qui est à 340 €, puis ensuite, qu'ils aient envie de prendre les transports en commun. Alors, ça, c'est la tarification des transports en commun. Mais après, il y a la question, si on ne peut pas réduire, si on se dit que réduire les transports en commun, ça ne sert à rien pour faire du report modal, la question, c'est est-ce qu'on ne devrait pas aussi augmenter le coût de la voiture? Alors, comment on fait pour augmenter? Alors, c'est déjà cher, parce qu'on paye le carburant, la taxe sur le carburant, on paye la voiture, mais la route, alors, à part sur les grands trajets, mais la route, elle est souvent gratuite. Et donc, beaucoup de gens parlent de la redevance d'usage pour la voiture, qui permettrait d'ailleurs de financer les transports en commun. Aujourd'hui, d'ailleurs, la LOM permet aux villes, si elles le souhaitent, de mettre en place un péage urbain. Ça n'a pas été le cas. En France pour l'instant. Et quand on voit les derniers rapports, le rapport de la Cour des comptes qui viennent de sortir sur le financement des transports en commun, où l'Institut Montaigne a sorti un rapport, il parle d'une redevance de la voiture, c'est la fameuse vignette qu'on avait il y a 20 ans. Bon, c'est un sujet polémique, très politique, mais c'est une question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que si on veut favoriser les transports en commun et inciter les gens à lâcher la voiture pour aller vers les transports en commun, finalement, on pourrait faire comme à Londres. À Londres, il y a un péage urbain. Vous allez dans Londres, il faut payer, alors c'est un peu cher, il faut payer, je crois, plusieurs livres pour pouvoir traverser. Et alors ça a eu un effet très net. Il y a beaucoup moins de voitures dans Londres depuis qu'il y a la mise en place de ce péage urbain. Il y a une excellente success story à Oslo. L'Aglo a mis en place un péage urbain. Il y a eu une révolte des citoyens. Ils ont retiré le péage urbain. Donc les voitures sont revenues dans Oslo. Ils ont fait ensuite un référendum pour savoir s'ils remettaient ou pas le péage urbain. Les gens ont voté pour. Alors qu'ils n'auraient pas voté pour avant. Et donc ils ont remis le péage urbain. Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a une très forte appréhension politique, et je pense que les citoyens aujourd'hui seraient défavorables à un péage urbain. Mais c'est une question qu'il faut se poser, et c'est aussi une tarification inversée, si vous voulez, donc de la voiture pour financer les transports publics. Après, c'est vrai que il faut faire attention aussi de ne pas pénaliser les plus fragilisés, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, on a des systèmes où on ne pense pas global quand même. On a un prix de l'immobilier dans les centres-villes qui flambe. Donc, effectivement, les personnes vont en première, deuxième, troisième couronne, avec pas toujours d'ailleurs des transports adaptés, enfin je parle hors région Île-de-France. Et donc, effectivement, comment on fait après si on pénalise les gens, enfin, alors même que le système a généré le fait qu'ils vont habiter à 20-30 km, c'est compliqué. Ça sera politiquement compliqué, je pense, à expliquer. Non, bien sûr. Mais en plus, vous avez raison, c'est que en dehors de Paris, il y a quand même moins de transports publics. Voilà. Alors, nous, aujourd'hui, on investit massivement pour améliorer les transports publics, mais enfin, on n'aura jamais les transports parisiens en dehors de Paris. Et donc, la question que vous posez, elle est tout à fait légitime. D'ailleurs, elle se pose assez rapidement, puisqu'il n'y a pas de péage urbain sur Paris, mais il y a une zone à faible émission qui va être mise progressivement en place dans la région parisienne. Et donc, l'année prochaine, par exemple, les critères 3 vont être interdits à l'intérieur de la 86. Et donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, ont besoin de la voiture pour se déplacer, qui n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter une voiture plus moderne, parce que changer de voiture, même d'occasion, il faut sortir 2-3 000 €. Il y a des gens qui n'ont pas 3 000 € sur leur compte bancaire à la fin du mois. Et donc, ça pose un vrai sujet social, c'est comment est-ce qu'on aide ces gens-là? Alors, soit on les subventionne, soit on leur fournit une véritable alternative sur les transports en commun. Et effectivement, alors, c'est une question que je pose, je n'ai pas la solution, parce que si j'avais la solution, il y aurait déjà un péage urbain en Île-de-France, mais est-ce qu'effectivement on peut dire dans une zone où on a des transports, et notamment le métro, qui est bien développé, et avec un système de parking où les gens peuvent laisser leur voiture au métro, sans payer trop cher, donc ça veut dire effectivement... alors on a commencé à mettre ça en place, on a... Aujourd'hui, en Ile-de-France, 10 000 places de parking gratuites pour les gens qui ont un forfait Navigo.
Et du coup, voilà, les gens paient leur forfait Navigo en fonction de leurs moyens. Alors, ça peut être gratuit ou payer plein d'arrives. Et puis, inclus dans leur forfait, il y a la gratuité du parking. Et donc, ils laissent leur parking au métro et après, ils peuvent prendre le métro. Question, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on aura assez de place pour le faire? Il faudrait quand même beaucoup de place de parking pour le faire. Bon, voilà, c'est des questions pratiques sur lesquelles nous, on s'interroge aujourd'hui. Il y a la question aussi des normes imposées. On le voit sur la restauration scolaire, là où, en plus de l'inflation, il y a effectivement toutes les obligations, alors qui sont très bien, hein, c'est pas du tout un jugement de valeur, mais d'arriver à 50% de produits bio ou circuit court. On sait que ça, voilà, c'est pas neutre quand même d'un point de vue coût, et que ça, effectivement, ça augmente les modalités tarifaires. Donc ça aussi, c'est voilà, je pense qu'il faudra mettre en parallèle aussi à un moment donné ce que l'on demande à l'ensemble des opérateurs publics et ce qui est possible d'un point de vue financier, parce qu'on voit bien qu'en France, on est quand même un pays où on a quand même des impôts qui sont élevés, des systèmes de tarification qui ont leurs limites. Donc à un moment donné, effectivement, comment on finance dans un contexte qui est ce qu'il est. Au niveau européen, c'est intéressant de voir que voilà, il y a du plus et du moins. Bon, sur le moins, on pourrait dire que le paradigme de départ, qui était l'idée que la libéralisation des grands monopoles amènerait mécaniquement à une baisse des prix pour l'usager, parce qu'il y aurait de la concurrence et que il y aurait un équilibre qui se ferait entre l'offre et la demande. En fait, on voit que ça n'a pas marché sur tous les secteurs, notamment sur le secteur de l'énergie, où on avait quand même en France un avantage d'un prix de l'énergie relativement faible, avec le choix dans les années 70 d'aller vers le nucléaire. Donc on voit que là, ça n'a pas totalement fonctionné. Par contre, l'Europe a amené quand même à des éléments positifs sur l'idée justement d'universalité et de prix abordable. C'est vrai que c'est quand même l'Europe qui a amené à questionner, pour des services publics qui en France étaient qualifiés de services publics industriels et commerciaux, la question de l'accès. Parce que même si dans nos grandes lois du service public, on a l'égalité, adaptation, continuité, en pratique, on était quand même pendant longtemps sur le fait que pour les services industriels et commerciaux, si vous ne pouviez pas payer votre facture d'électricité ou d'eau, on vous coupait l'alimentation. Donc l'Europe a amené quand même à toute une réflexion sur la question d'un service universel, service de base à un niveau de qualité donnée et à un prix abordable, et a amené justement pour ces services qualifiés de services d'intérêt économique général à réfléchir à l'accessibilité et à des modalités. Ça a donné aujourd'hui, par exemple, le ticket énergie, enfin voilà, l'aide pour l'accès en matière, l'interdiction de coupure, etc., en matière d'eau, par exemple. Donc c'est vrai que là, l'Europe a quand même eu ce côté positif. Après, c'est vrai que dans le protocole numéro 26 que vous avez évoqué, c'est vrai que dans les caractéristiques des services d'intérêt économique général, on retrouve l'idée de prix abordables, de caractère universel, mais qui sont très difficiles de décliner au niveau européen parce qu'on a des réalités économiques très différentes entre, par exemple, je sais pas, la Roumanie et la France. Du coup, on laisse à chaque État finalement définir les modalités d'universalité et de prix abordables. Alors, on voit la limite, hein. On sait aujourd'hui, je crois que sur l'énergie, par exemple, on sait qu'on a 6 millions de foyers qui sont en précarité énergétique et qui vont bénéficier donc d'un chèque énergie, mais derrière, on voit bien que ça pose la question de ceux qui n'en bénéficient pas. Enfin, on est toujours sur les effets de seuil. On va prévoir des dispositifs pour les plus fragilisés, mais il y a toujours la frange juste au-dessus qui dit « et moi, pourquoi je n'ai pas accès ?» Donc on voit quand même, mais je trouve qu'au niveau européen, quand même, cette question
voilà, du caractère abordable, de l'universalité, même bon, si on peut dire qu'il y a des choses imparfaites, parce que l'Europe a aussi développé la concurrence, et on voit bien que dans les maisons de retraite, entre une maison de retraite publique et une maison de retraite privée, on n'aura pas quand même les mêmes tarifs, et parfois le tarif n'est pas synonyme de qualité de prestation. Mais ça a amené quand même à une réflexion là-dessus. Sur le niveau européen, nos tarifs sont quand même assez bas. On peut comparer par rapport à Londres, par exemple, mais les tarifs sont 2-3 fois plus élevés. Donc, je ne pense pas qu'on ait cette question par rapport à un principe européen de tarifs trop élevés. Et, en tout cas, on en est loin. Je pense qu'avant qu'on arrive là, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui ont été faites avant, et il y a un peu de jurisprudence dans les autres pays. La notion de service universel, elle s'applique qu'à certains services publics, hein, à trois, transport, énergie, télécom et la poste. Et d'autre part, ce qu'on peut dire, c'est qu'aussi le droit européen, dans le concept initial du service universel, il impose un prix abordable sur des prestations de base. Après, tout ce qui est ce qu'on appelle les prestations à valeur ajoutée, là, on est dans le prix du marché. Donc, c'est quand même moins protecteur que notre notion française de service public, basée sur la mixité sociale, la cohésion sociale. Et puis, bon, le droit européen a aussi amené quand même à la dissociation comptable des missions et à la question quand même, on le voit en matière de transport, de comment on finance les infrastructures. Donc ça, c'est quand même un vaste débat, puisque effectivement, les infrastructures sont considérées comme des monopoles naturels, avec effectivement un financement, enfin une gestion spécifique financée par des droits, mais on voit bien que on a quand même cette question du renouvellement des infrastructures en France qui se pose. Oui, le tarif, alors, en Ile-de-France, on couvre, l'usager couvre 35% des coûts de fonctionnement. Donc si on rajoute les coûts d'investissement, on doit descendre à 20%. Donc si l'usager devait payer l'intégralité des coûts des transports publics, ce serait 5 fois plus élevé que ce qu'il paie aujourd'hui. Donc voilà. Donc effectivement, et là la question du tarif abordable pourrait se poser. Et d'ici là, on a un peu de marge. Et oui. Puis en fait, avant, on avait quand même des systèmes de péréquation. C'est-à-dire que les secteurs rentables, on avait une globalité couvrait les secteurs non rentables. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec cette dissociation, c'est une équation qui ne fonctionne plus. Donc on voit bien quand même que, voilà, après avec la libéralisation, il y a des secteurs qui vont être attractifs pour le privé. Il ne faut pas non plus que le public se retrouve centré sur les secteurs les moins attractifs. Enfin, voilà, on a aussi une organisation générale, un modèle quand même à repenser pour trouver un équilibre économique. On a un sujet dans le transport public qui n'est pas lié au transport, qui n'est pas lié à l'usager, c'est la tarification par SNCF Réseau du réseau ferroviaire. Donc, SNCF Réseau, monopole sur le réseau ferroviaire national. À chaque fois qu'un train passe sur le réseau, il paye un péage à SNCF Réseau. Donc les trains d'Île-de-France Mobilité, donc tous les trains de banlieue et les RER, financent chaque année à peu près 800 millions d'euros de péage à SNCF Réseau. Et donc la question se pose là du coup par rapport au prix, parce que le péage mis en place par SNCF Réseau est censé représenter les coûts de SNCF Réseau. Tout ça est contrôlé par l'autorité de régulation des transports qui, elle, doit contrôler qu'effectivement on est bien sur les coûts. Et on a en France les péages les plus élevés d'Europe, ce qui d'ailleurs nuit au développement du transport ferroviaire. Pourquoi ? Parce que l'État français a décidé qu'il n'allait pas subventionner la rénovation du réseau, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Enfin, ce qui peut être qui n'est pas le cas dans d'autres grands pays. Et du coup, forcément, la tarification est plus élevée. Et là, on voit l'ART, l'autorisation de régulation des transports, qui commence à dire chaque année à SNCF Réseau, mais en fait, vos tarifs sont trop élevés. Ils ne sont plus abordables pour les autorités organisatrices des transports ou pour les opérateurs de transport. Et donc, en fait, on a des services qui peuvent pas se déployer. C'est intéressant, on vient d'ouvrir en France, c'est pas moi, mais
la première ligne TGV non SNCF. C'est Trenitalia qui a ouvert une ligne Paris-Lyon qui va après vers en Italie. Elle a commencé à rouler il y a quelques semaines. Et c'est intéressant parce qu'elle a absorbé du trafic, donc ils sont pleins. Mais en même temps, les TGV de la SNCF sont aussi pleins. C'est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte, alors peut-être que c'est aussi structurel, hein, là en ce moment, mais que le train supplémentaire apporté par Trenitalia n'a pas mangé à la SNCF, mais a plutôt attiré des nouveaux usagers qui peut-être ne pouvaient pas réserver leur billet SNCF et sont allés. Et du coup, c'est intéressant parce que si on avait peut-être une tarification du réseau ferré national un peu plus basse, on pourrait peut-être avoir plus d'offres ferroviaires, parce qu'on aurait des nouveaux entrants qui pourraient s'ajouter au train SNCF, et du coup on aurait peut-être plus de gens qui utiliseraient le train, et du coup moins de gens qui utiliseraient la voiture. Bon, je n'ai pas d'études spécifiques là-dessus, mais ça peut être intéressant là-dessus, du coup, sur la tarification du réseau ferré national, de voir si une baisse de la tarification pourrait du coup amener plus d'usagers, parce que là on est vraiment sur des niveaux de tarification qui empêchent les usagers de venir. Bon, mais naturellement, si on baisse le prix des péages, alors il y aura peut-être un peu plus de péages parce qu'il y aura plus de trains, mais est-ce que ça va combler le trou? Et du coup, est-ce qu'il faudra des subventions publiques? Et donc là, on revient à la première question qui est, oui, les subventions publiques, c'est de la taxe.